Bienvenue dans Talk Africa Presse sur Médian TV. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro. Au menu, la crise politique en République démocratique du Congo. Ce n'est pas encore demain la veille du dénouement. Et pour cause, après la marche interdite du comité laïque de coordination réprimée par les forces de l'ordre, c'était le dimanche dernier, le cardinal Laurent Monsengo Passinga a condamné et appelé les chrétiens à rester immobilisés pour réclamer l'application de l'accord politique global et inclusif de la Saint-Sylvestre, texte au cœur des revendications des manifestants. Alors, jusqu'où iront ces deux forces visiblement opposées dans cette crise politique? Quelle perspective pour ce pays d'Afrique centrale? Question auxquelles nous tenterons d'apporter des réponses, bien sûr, avec nos invités. Également, dans ce numéro de Talk Africa Presse, il sera question de la situation au Bénin, où près d'1 millier de personnes sont descendues dans les rues de Cotonou le 23 janvier dernier pour exiger la tenue de ce qu'elles appellent les États généraux du peuple pour améliorer la gouvernance. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Samba Djalempa Badji. Vous êtes rédacteur en chef adjoint à Africa Tchèque. Merci Samba d'être avec nous. Merci. Avec nous également sur ce plateau, Didier Lando. Vous êtes journaliste, vous avez exercé durant plusieurs années au Bénin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci, messieurs, d'être venus sur Médian TV Afrique. La crise politique en République démocratique du Congo, elle continue de susciter des réactions au lendemain de la marche du comité laïque de coordination interdite par les autorités réprimées. C'était le dimanche dernier. Nous vous rappelons, le cardinal archevêque de Kinshasa a réagi en condamnant cette répression. Avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons d'abord l'écouter. Nous ne pouvons que dénoncer, condamner et stigmatiser les agissements de nos prétendus vaillants hommes en uniforme qui traduisent malheureusement et ni plus ni moins la barbarie. Comment ferons-nous confiance à des dirigeants incapables de protéger la population, de garantir la paix, la justice, l'amour du peuple? Comment ferons-nous confiance à des dirigeants qui bafouent la liberté religieuse du peuple, liberté religieuse qui est le fondement de toutes les libertés? Samba Djalempa Badji, au regard des derniers développements de cette crise née de la non-organisation des élections initialement prévues en 2016, on a vu la position tranchée de l'Église catholique par la voix de Monseigneur Monsengo. Aujourd'hui, comment l'expliquez-vous, cette position tranchée de l'Église catholique vis-à-vis des tenants du pouvoir? Alors, il faut dire que c'est quand même pas la première fois que l'Église catholique au Congo, et notamment Monseigneur Laurent Monsengo, s'implique fortement dans la tentative de résolution de la crise politique, d'une crise politique en RDC. Il l'avait déjà fait dans les années 90 lors de la conférence nationale où il avait dirigé les travaux qui étaient censés mener la RDC, à l'époque le Zaïre, vers la démocratie, la démocratisation. Donc l'Église est un peu dans son rôle de grand médiateur. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que finalement aujourd'hui, l'Église prend fait et cause pour ceux qui demandent le départ de Joseph Kabila. Il sort de ce rôle de médiateur pour être... L'Église demande le respect de l'application. Je pense qu'il demande explicitement quelque part que Kabila s'en aille. Ils ont eu à le dire par ailleurs. À un moment, la Senko avait carrément dit qu'il faut qu'il parte. Je pense que quelque part, ça dénote un peu de l'exaspération un peu en RDC aujourd'hui sur une situation qui est là, qui fait qu'il y a un homme, Kabila, dont le mandat est terminé depuis longtemps et qui ne bouge pas. Toutes les tentatives de médiation ont échoué. Cette prise de position de l'Église montre quand même quelque part
l'incapacité de la classe politique congolaise, et notamment de l'opposition, d'avoir à mener un bras de fer avec le pouvoir. Le rapport de force lui est défavorable. Aujourd'hui, on voit que c'est l'Église qui prend les devants. Il y a quelques années, on a aussi constaté que c'était plutôt la société civile, avec des organisations de jeunes comme Filimbi et la Lucha. Je pense que le vrai problème, c'est l'incapacité de l'opposition au Congo à pouvoir mobiliser. Aujourd'hui, depuis que Tshisekedi n'est plus là, on voit que l'opposition est plus ou moins amorphe et on verra bien ce que l'Église pourra faire. Peut-être qu'elle parviendra à faire flancher Kabila. C'est pas si sûr que ça. Alors, Didier Lorando, l'Église catholique en RDC, apparemment qui est le troisième acteur de cette crise politique, est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu de l'opposition qui part en rang dispersé et qui peine à mobiliser, comme l'a rappelé tantôt Samba, est-ce qu'elle pourra faire changer les règles du jeu? Écoutez, moi je pense que d'abord, avant tout, il faut dire que ce qui se passe au Congo est exceptionnel. Nous avons un monsieur dont le mandat est fini, mais qui est là, tranquille au pouvoir, comme si c'était légal, et comme si, à part lui, personne ne peut faire le job. Et moi, j'estime que l'opposition, aujourd'hui, a perdu toute crédibilité. L'opposition au Congo, aujourd'hui, on a l'impression que cette opposition n'est même pas capable de mobiliser une certaine foule pour descendre dans la rue. Et c'est l'Église qui aujourd'hui prend cette posture-là. Et ce qui, moi, me gêne, c'est que moi, je vois beaucoup plus l'Église en position de médiateur. Quand on prend l'autorité spirituelle... Mais c'est dans cette dynamique, parce qu'il y avait déjà un accord qui a été signé. Justement, c'est peut-être dans cette dynamique, mais là, moi, j'estime que l'Église n'a plus sa neutralité. Quand des fidèles catholiques descendent dans la rue, pas en tant que citoyens congolais, mais en tant que fidèles catholiques, en tant que chrétiens catholiques, et réclament le départ de l'accord, le départ du président, j'estime que là, l'Église joue carrément le rôle de l'opposition. Donc vous êtes en phase avec le porte-parole du gouvernement qui a qualifié un peu la démarche ou les propos du cardinal, l'archevêque de Kinshasa, des propos à tonalité purement politique. C'est ça, vous êtes en phase avec lui? Non, je ne suis pas en phase avec lui. C'est juste qu'aujourd'hui, en fait, l'opposition a déserté le forum. Et il faut bien quelqu'un pour mener ce combat-là. Il faut bien quelqu'un pour rétablir l'ordre constitutionnel en RDC. Et l'Église, de sa position de médiateur, l'Église a joué un grand rôle dans l'accord du Saint-Sylvestre. Et maintenant, l'Église tient à ce que cet accord-là soit respecté, que cet accord-là soit mis en œuvre. Et moi, je pense qu'on a beau reprocher à l'Église aujourd'hui de faire de la politique, ce que je déplore personnellement. Mais j'estime que ce que l'Église fait, c'est peut-être la seule possibilité qui nous reste aujourd'hui. L'Église reste le seul moyen de pression sur Kabila pour qu'il finisse par céder. Alors, elle a parlé de pression. On a vu également des sorties, notamment du vice-ministre des Affaires étrangères belge, qui a donc haussé le ton pour que le calendrier électoral soit respecté. Également, certaines de la communauté internationale des leaders aujourd'hui. Pensez-vous que cette pression va-t-elle suffire pour faire plier Laurent Désiré et Joseph Kabila plutôt? Alors, est-ce qu'elle va suffire? Elle n'a pas encore marché jusque-là, parce que je rappelle que Kabila, son mandat est fini depuis décembre 2016, si je ne m'abuse. Depuis lors, il y a une pression sur lui pour qu'il quitte. Il est là et il risque de rester jusqu'en décembre 2018. Donc, je ne sais pas si la pression va marcher. Pourquoi elle ne marche pas toujours? Mais je pense qu'il y a quelque part un problème de fond qui met la pression sur Joseph Kabila. On ne sait pas trop. Aujourd'hui, quand on regarde bien les réactions de la communauté internationale, quand on dit qu'il faut respecter le calendrier électoral, c'est que tacitement, ces gens acceptent que Kabila reste au pouvoir jusqu'à l'organisation des élections. Ce qui, à mon sens, pose un peu problème pour quelqu'un qui ne doit plus rester au pouvoir. Il a fini son mandat depuis 2016, il fallait mettre les conditions pour organiser les élections. Le pouvoir a tardé d'abord à mettre sur pied un calendrier électoral,
gagnant du temps, une année de perdu. Aujourd'hui, ils ont un calendrier électoral qui va jusqu'en décembre 2018. Et quand on dit, quand ceux qui mettent la pression, les États-Unis, l'Union européenne, la Belgique, quand ils disent qu'il faut respecter le calendrier électoral, quelque part, bah, ils acceptent implicitement que Kabila puisse rester au pouvoir jusqu'à l'organisation de l'élection présidentielle. L'autre fait, moi, qui me dérange, c'est aussi l'attitude de l'Union africaine. Je pense qu'à un moment, il faut que l'Union africaine revoie un peu ses principes. Quand on sanctionne un pays, ou on suspend un pays parce que des militaires ont pris le pouvoir par la force, je ne vois pas pourquoi on ne sanctionnerait pas ou ne suspendrait pas un pays dont le président s'impose par la force au pouvoir ou se maintient par la force. Par exemple, le cas de Kabila. Kabila, son mandat est fini, il utilise la force pour rester au pouvoir. Pourquoi l'Union africaine ne le suspend pas? Je pense que là, c'est un problème de fond qu'il faut qu'à un moment l'Union africaine, d'ailleurs sur cette crise en RDC, on voit que l'Union africaine est complètement absente et c'est des acteurs extérieurs, en dehors de l'Église en RDC, c'est des acteurs extérieurs qui sont en train de mettre la pression, de faire du bruit pour que les choses bougent, mais l'Union africaine est totalement absente. Et après, c'est pour qu'on vienne se plaindre de l'ingérence étrangère sur ce qui se passe en Afrique. Je pense qu'à un moment, il faut que l'Union africaine prenne ses responsabilités. Alors, Didier Landau, sur ce qui devait être la posture de l'Union africaine pour un dénouement heureux de cette crise à laquelle nous assistons en RDC, vous en pensez quoi? Moi, je pense que malheureusement, les dirigeants africains réunis au sein de l'Union africaine ne prennent pas leurs responsabilités. Et parfois, j'ai l'impression qu'en fait, on se dit, si je le bouscule aujourd'hui, demain je serai dans la même position. Et là, je risque d'être bousculé. Donc, il y a cette complicité-là, parce qu'on sait que soi-même, intérieurement, on a cette envie-là qu'on va développer après. Moi, j'ai pensé à quelque chose de très simple. Si aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, Kabila n'est plus légalement le président de la RDC. C'est vrai que factuellement, sur les faits, il est là, mais si on se base sur la Constitution, son mandat est terminé depuis. Alors, par exemple, au lieu de se limiter à des déclarations de condamnation, de respect, d'accords et autres, moi je pense que c'est un monsieur qu'on ne doit plus admettre au niveau de tout ce qui est sommet, au niveau de tout ce qui est rencontre entre des chefs d'État, parce que légalement, il ne représente plus la RDC. Donc, monsieur, tant que vous n'organisez pas des élections chez vous, vous pouvez modifier la Constitution, vous faire réélire, ce n'est pas là l'essentiel, mais il faut que vous deveniez de nouveau le président de la RDC de façon constitutionnelle, parce que quand vous acceptez quelqu'un dont le mandat est venu à échéance depuis, vous l'acceptez dans les rencontres, dans tout ce qui est sommet, mais il est encore président. Et même vous avez beau sortir pour accuser juste au bout des lèvres, vous le soutenez implicitement. Et c'est cela que moi je condamne. Il faut que l'Union africaine démontre à la face du monde qu'elle est capable de prendre ses responsabilités et qu'elle est capable de gérer ses problèmes à l'interne. Moi, je suis désolé de voir que c'est au niveau des pays européens, notamment la Belgique, tout récemment, qu'on sort pour condamner, qu'on sort pour demander le respect. C'est un problème qu'on doit régler en interne tout de suite. Si on ne le reconnaît plus, si on ne l'admet plus dans le cercle des présidents, je pense qu'il n'y a pas plus grande pression que cela sur lui. Alors, du côté de l'opposition, Samba congolaise, bien sûr, on craint que Joseph Kabila mette à profit cette nouvelle année pour organiser un référendum afin de rester davantage au pouvoir. Les perspectives, à quoi doit-on s'attendre pour cette année 2018? Ce qui est sûr, c'est que ça va être une année de forte tension parce que l'Église me semble être déterminée à continuer à mobiliser. Malheureusement, ou heureusement, ou malheureusement, surtout, elle le fait à la place de l'opposition. Ce que l'opposition aurait dû faire, devrait faire, c'est l'Église qui est en train de le faire aujourd'hui. Est-ce que l'Église pourra mobiliser suffisamment de personnes pour mettre une pression tellement forte sur le pouvoir et Kabila pour qu'il plie? Je n'en suis pas très sûr. Après, du côté de l'opposition, on a l'impression qu'au sein de l'opposition elle-même, il y a de petites luttes intestines qui ne disent pas leur nom.
Du coup, Kabila aussi joue sur ça pour gagner du temps parce qu'il se dit que l'opposition n'est pas très mobilisée. Entre Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi, on joue au chat et la souris, on joue au plus rusé, on fait semblant d'être ensemble, mais au fond, chacun prépare un peu, cache son petit jeu, ce qui fait que cet élan unitaire, jusque-là, ils ont du mal à l'enclencher. Après aussi, à leur décharge, il faut se dire aussi que le pouvoir leur met une pression tellement forte. Par exemple, Moïse Katumbi ne peut plus venir en RDC. S'il vient, il va se faire arrêter. C'est très compliqué. Et Kabila joue sur ça. Aujourd'hui, il a quand même la force avec lui qui fait que est-ce qu'il faut l'affronter au prix de quelques vies humaines ou est-ce qu'il faut être plus ou moins réaliste et pragmatique en se disant, bon, écoutez les gars, on va discuter, peut-être mettre en place une transition qui va nous conduire vers des élections en épargnant, en évitant d'appeler le peuple à descendre dans la rue et de se faire tuer parce que c'est ce qui risque de se passer. On est dans une situation où, moi, ma crainte, c'est que on en arrive à ce que ce soit vraiment un bras de fer et un rapport de force qui puisse décider que les gens descendent dans la rue, qu'on en tue beaucoup et que ça soit ingérable et que Kabila s'enfuit ou je ne sais pas, ou bien être assez réaliste en se disant que c'est peut-être pas une solution, rediscutons avec Kabila et essayons de trouver un accord qui arrange plus ou moins tout le monde, avec une transition qui est plus ou moins gérable en organisant plus tard des élections. Ça peut être une solution. Je pense que ça ne sert à rien aussi d'être chacun dans des positions braquées, ça n'avance à rien. L'actualité en débat, c'est également ce qui se passe au Bénin, où environ 1 millier de personnes ont manifesté jeudi dernier à Cotonou, la capitale, pour protester contre ce qu'ils appellent la mauvaise gouvernance du président Patrice Talon à l'appel d'une coalition de partis d'opposition et de mouvements de la société civile. Alors, Didier Lando, est-ce à dire que la gouvernance de Patrice Talon est tombée en panne? Écoutez, on ne peut pas dire que la gouvernance de Patrice Talon est tombée en panne. La gouvernance de Patrice Talon se porte très bien. Talon a sa logique qu'il suit. Mais le problème, c'est que comme tout pouvoir, il y a des décisions qui sont prises. Et ces décisions-là font forcément des fâchés et des heureux. Mais le problème, ce qu'on peut reprocher au gouvernement de Patrice Talon, c'est la méthode. C'est la méthode par laquelle elle prend ses décisions. Quelle méthode utilise-t-il pour prendre la décision? Par exemple, pour donner un exemple très simple, la suspension du droit de grève à un certain nombre de corporations, les médecins sont allés en grève. Le président les a reçus et les a fait un certain nombre de promesses. Et on leur a dit, écoutez, au plus tard à la fin du mois, on va essayer de régler la situation. Mais avant quelques jours de la fin du mois, 28, 29, on sort une décision pour suspendre le droit de grève. Alors, les gens se sont dit, mais attends, on ne nous a pas satisfait, mais non seulement ça, on nous arrache le droit de grève. C'est comme si tout de suite, on se dit, attention, il y a un complot. Et pourtant, la dernière manifestation qui a été interdite, c'est le président Talon lui-même qui a demandé à l'autorité préfectorale de revenir sur cette décision en laissant la manifestation ou les manifestants marcher comme la Constitution le prévoit. Oui, en fait, sur ce plan, il faut reconnaître que la marche a peut-être été interdite, mais ce qu'il faut préciser, c'est que le préfet a autorisé la marche, mais a demandé à ce que l'itinéraire de la marche soit changé, mais l'opposition a respecté l'itinéraire qu'elle avait prévu. Mais juste dans la foulée, le préfet a adressé une demande d'explication au commissaire central pour qu'il puisse expliquer sur pourquoi est-ce qu'il n'a pas empêché les marcheurs de suivre l'itinéraire qu'ils ont prévu et de respecter l'itinéraire que lui, le préfet, a demandé de respecter. Le véritable problème, moi je pense que le véritable problème au niveau du gouvernement de Patrice Talon, c'est qu'aujourd'hui, c'est ceux qui étaient au pouvoir hier qui sont aujourd'hui dans l'opposition. Ce qui fait qu'à un moment donné, tout de suite, on est prêt à tirer, à toute occasion, on est prêt à tirer sur le pouvoir en place pour un oui, pour un non.
on descend dans la rue. Mais dans la rue, il y avait également des mouvements de la société civile, pas seulement des opposants. Non, mais ça, c'est ce qu'il y a de plus normal. Il y a aussi des mouvements de la société civile. Mais ce qui est bizarre et paradoxal, c'est que c'est ces mêmes mouvements de la société civile-là qui ont fortement contribué à l'avènement de Patrice Talon au pouvoir. Et aujourd'hui, la plupart que ce soit membres de la société civile ou membres de la classe politique disent s'être trompés, disent regretter l'arrivée de Patrice Talon. Mais s'il y a une chose qu'il faut reconnaître aujourd'hui au Bénin, c'est que les choses avancent. D'une manière ou d'une autre, les choses avancent. Pas peut-être comme les uns et les autres le souhaitent, mais on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Et pour autant, je le dis, je le répète, ce qu'on peut reprocher au pouvoir de Patrice Talon, c'est la méthode qu'elle emploie. Alors, Samba, il y a un an, le président Patrice Talon avait promis de prendre des mesures pour relancer l'économie essentiellement basée sur l'agriculture et le commerce de transit via les pays voisins, le Niger, le Nigeria. Aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas marché au point que les populations jugent ou sentent la nécessité de descendre dans la rue pour manifester? Je pense que sur le plan économique, je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se faire, qui sont en train de bouger. Enfin, quand on s'en tient aux déclarations des institutions internationales, par exemple le taux de croissance qui reste plus ou moins stable ou qui progresse un peu à 5,2%. De ce côté-là, je pense que ça va plus ou moins. Mais je pense quand même qu'il y a un problème de fond dans la gouvernance Talon, ça il faut le dire. En l'espace de 2 ans, il a subi, ou peut-être moins, il a subi 2 revers. Un premier revers politique à l'Assemblée nationale sur son projet de révision, de réforme constitutionnelle qui a été bloqué à l'Assemblée nationale où on se disait qu'il avait quand même une majorité assez confortable. Et récemment, la Cour constitutionnelle qui a bloqué cette loi qui interdit le droit de grève à certains corps de la fonction publique. Donc je pense que quand on a ça et qu'on se positionne comme un réformateur, ça pose quelque part problème. Et ce n'est pas faute d'avoir reçu des avertissements soit d'experts ou certains acteurs politiques ou des syndicalistes qui ont dit que ce n'est pas la bonne voie. Il a insisté pour faire sa révision constitutionnelle qui a été bloquée à l'Assemblée nationale. Sa proposition de loi sur la grève aussi, avant il y a eu des dénonciations, il a insisté, c'est aller à la Cour constitutionnelle et ça a été bloqué. Je pense qu'on est là dans dans l'exemple type du Messie qui déçoit, je vais utiliser cette expression, parce que je pense que parfois, il y a des gens qui arrivent au pouvoir en se drapant de manteau, on va tout changer, on va faire les choses autrement, les choses ne seront plus comme avant, et après, dans la pratique, les gens se rendent compte que, bon, finalement, c'est pas aussi différent que ça. Je rappelle quand même que il y a quelques mois ou un an derrière, un de ses alliés ou qui l'a soutenu lors du second tour, Sébastien Adjavon, a eu des problèmes avec la justice. Certains ont vu que c'est une manière pour Talon d'essayer de neutraliser un potentiel adversaire. C'est un gros problème. À un moment aussi, il y a eu des problèmes avec des médias qui ont été fermés, même si il leur avait été reproché de ne pas appliquer la loi ou de ne pas respecter les cahiers de charges. Il se trouve que beaucoup de ces médias appartenaient à ce même Sébastien Adjavon. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui commence à transparaître, une sorte d'exaspération, mais peut-être que les gens se disent, certains qui l'ont soutenu d'ailleurs se disent, on est en train de voir le vrai visage de Talon. Après, je pense que aussi en politique, il faut faire ses choix et les assumer. Je pense que Talon, il s'est dit, oui, c'est bien qu'on change la Constitution. Il a essayé de le faire. Ça n'a pas marché, il doit assumer. Il a aussi pensé que oui, pour que le pays marche bien, il faut limiter le droit de grève. Ça peut se comprendre. Mais je pense qu'il a été mal conseillé sur ça parce que quand même, quand on prend des lois, on essaie de s'assurer que si c'est conforme à la Constitution, est-ce que ça ne viole pas, est-ce que ça ne viole pas les droits des gens?
Après, c'est aussi son droit le plus absolu d'essayer de changer les choses, quitte parfois à bousculer certaines certitudes. Et après, il faut aussi reconnaître que les gens, même nous tous qui crions au changement, on n'aime pas quand ces changements nous affectent directement. Donc, quand on veut changer les choses, il faut aussi s'attendre à des résistances. Et c'est à cela qu'on assiste au Bénin. Alors, une dernière question, Didier Lando, c'est vrai que comme Samba l'a dit tout à l'heure, ces mesures qu'il a annoncées pour un peu améliorer la gouvernance et le vécu quotidien des Sénégalais, lui qui, dans l'élection à la tête du pays, avait suscité un immense espoir. Aujourd'hui, quelques années après, on en est encore là. Samba l'a dit, qu'est-ce qui explique selon vous cette situation politique qui devient de plus en plus tendue entre le pouvoir et l'opposition au Bénin? Oui, je le dis, je le répète, pour moi, c'est beaucoup plus la méthode Talon. Par exemple, pour revenir un peu sur les propos de Samba, quand vous prenez l'échec de la révision de la Constitution, en fait, déjà, au Bénin, on a l'impression que la Constitution est sacrée. Parce que quand vous voyez le processus qui a mené à l'élaboration de cette Constitution-là, tout ce qu'on a subi, tout ce que le peuple béninois a subi avec la révolution de Mathieu Kérékou et cette renaissance, cet espoir qu'a suscité cette Constitution quand elle a été votée, on a l'impression que c'est sacré. Et quand, quel que soit le président qui veut y toucher, on voit derrière cette volonté-là une envie cachée, quelque chose qui n'est pas révélé. La preuve est que l'ex-président Yahi Boni a essayé de le faire. On l'a soupçonné de vouloir renouveler pour s'éterniser au pouvoir. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui ont conduit au problème qu'il a eu avec Patrice Talon. Si on s'en tient au propos de Patrice Talon qui a dit qu'il a refusé de soutenir le président dans ce projet-là. Ensuite, si on prend... Très rapidement. Quelques secondes. Quelques secondes. Moi, je vais dire tout simplement que quand vous prenez le droit de grève qui a voulu être retiré aux gens, mais Talon savait, il était pratiquement sûr que la Cour allait casser cette décision. Mais ils ont foncé tout droit et c'est là, pour moi, le problème. Il faut qu'on y aille qu'on privilégie le dialogue au niveau des mesures. Privilégier le dialogue, comme l'a dit Didier Lando. Merci bien, c'est la fin de cette émission qui avait le plaisir de recevoir Samba Djalempa Badji, rédacteur en chef adjoint Africa Tchèque. Merci également à Didier Lando, journaliste béninois qui a exercé durant plusieurs années dans ce pays. Merci également à vous d'avoir été des nôtres. Grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de Médion TV Afrique. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro.